bonsoir à tous et merci de vous avoir déplacé pour écouter notre présentation. Avant de débuter, j'aimerais vous dire aussi certains conseils. Vous allez retrouver les documents en arrière. Vous pouvez poser vos questions en anglais et on va vous répondre en anglais. Je vous demanderai aussi de résumer vos interventions parce qu'il va y avoir une période d'intervention et puis pour permettre à chacun de s'exprimer. Donc, ça va être important de bien gérer le temps. Ceci étant dit, comme vous pouvez constater, c'est filmé, ça va être disponible sur le site de la Ville, en plus du PowerPoint qui est disponible, je crois, en arrière, c'est bien ça. Non, il va être disponible là, sur le site de la Ville ou de la MRC. Ceci étant dit, j'aimerais souligner parmi nous la présence de certains conseillers, conseillères. Alors, conseillers, conseillères, est-ce que vous pouvez vous identifier, en commençant par Linda? Bonsoir tout le monde, Linda Graham, conseillère du District 5. And just because Michelle said it in French, I will point out that if you do have questions in English or things you don't understand, please be perfectly comfortable to ask in English and it will be answered in English. Thank you. Donc, Patricia Lefebvre, conseillère du district numéro 3. Bonsoir, André Forêt, conseiller du district 6. Bonsoir, Diane Duchesne, conseillère district 2. Bonsoir, Rosanne Cohen, conseiller du district 4, la plus belle district. Et le gars en rouge est un mot employé qui va s'identifier aussi. Oui, Jérémy Hamel, nouvellement coordonnateur du Loisel de l'Éducation communautaire. En bas du il remplace Cynthia qui est passée à notre comme vous savez, le taux de chômage est très bas, d'environ 4,2, c'est bien ça. La population est vieillissante, surtout dans le pôle de Sutton, et il y a une pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, tous les commerces sont à la recherche de main-d'œuvre et de jeunes familles. La MRC a amorcé une démarche et nous, on s'intègre dans cette démarche-là pour le pôle de Sutton. Donc, le but de la réunion ce soir, je vais vous souligner les trois objectifs, c'est de présenter l'état de la situation et les enjeux afin de sensibiliser la population, vous, aux impacts du vieillissement de la population sur le développement et la vitalité d'une communauté. Deuxièmement, c'est d'identifier les soucis, les craintes des citoyens. Ça, c'est vous, là, vous allez avoir la chance de vous exprimer en lien avec l'attraction de nouvelles populations et le vieillissement de la population. Finalement, c'est d'entamer une réflexion sur les possibles solutions qui pourraient être explorées davantage par un comité. On va vous demander à la fin, là, si vous êtes intéressé à participer, de nous donner vos coordonnées et on pourra se réunir pour explorer plus en profondeur ce qui va être présenté ici ce soir. Et bon, c'est ça. Donc, Sutton est une communauté quand même très, très active avec une population qui veut s'impliquer dans le tissu social et aussi faire avancer la communauté. Donc, c'est la chance de vous exprimer ce soir. Ceci étant dit, j'aimerais présenter, ou j'aimerais que les gens de la MRC se présentent en personne, en commençant par Catherine. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Catherine Lisotte, je suis agente de développement et d'innovation à la MRC de Pont-Missisquoi. Bonsoir, je suis Diane Lapointe, organisatrice communautaire pour le CIUS de l'Estrichu, en fait pour le CLSC. Ça fait 10 ans, presque 10 ans maintenant que je travaille avec la communauté de Sutton.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tania Chimansky, je suis conseillère en développement rural au CLD de Brown-Missisquoi. Je travaille étroitement avec Catherine. Bonsoir, je suis Frédéric Montali, le directeur de l'école de Sutton, Principal of Sutton School. Bonjour, je suis Agui Vanna, la coordinatrice générale de la Corporation de développement économique de Sutton. Et les enjeux sont le logement. Comme vous savez, puisque la valeur foncière est très élevée ici à Sutton, ça a tendance à pousser le marché vers le haut. Donc, il y a l'accessibilité au logement, il y a le transport, mais il y a aussi la vitalité. Alors, M. Nord-Falaise, excusez-moi, c'est 20 élèves de moins que vous avez cette année, n'est-ce pas? L'année dernière, c'est 11 élèves de moins. 11 élèves. Donc, il faut maintenir notre école en santé. Par contre, vous allez en discuter tantôt. Oui. Et donc, c'est toute la notion de vitalité. Ceci étant dit, allez avec votre présentation. Merci. Bon, alors, Tania, tu vas peser sur le piton. La richesse d'une communauté, ça se voit entre autres par la mixité de sa population. Puis à Sutton, vous êtes chanceux, il y en a de la mixité. Vous avez des populations avec différents revenus, des scolarités variées, des jeunes familles, des francophones, des néo-ruraux, des anglophones, des gens qui proviennent de communautés culturelles, des locals, des aînés, des artistes, des jeunes, des weekenders, des personnes qui résident à temps plein. Donc, vous avez une communauté multiple et c'est ce qui fait sa richesse et c'est ce qu'il faut préserver, cette multitude de personnes, de tranches d'âge, cette mixité de revenus, le fait que vous n'êtes pas un ghetto, mais que vous êtes une communauté complète. Cependant, si on regarde l'évolution du nombre de personnes par groupe d'âge dans les différentes communautés, on va se centrer sur Sutton entre 2001 et 2016. Ce qu'on peut constater, c'est que Sutton perd des jeunes et a la plus forte proportion d'augmentation des aînés. Ce que vous voyez, le 48 % avec un petit cœur, c'est la proportion d'augmentation de la population aînée entre 2001 et 2016. Donc, aînés, on pense aux personnes de 65 ans et plus. Et c'est à Sutton, si on regarde dans tout Brown-Missisquoi, c'est vraiment à Sutton qui est la plus forte proportion d'augmentation des aînés. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça à Sutton? Bien, il y a une forte proportion de logements privés qui sont des résidences secondaires, qui, une fois les gens arrivés à la retraite, trouvent que c'est vraiment un milieu de vie extraordinaire pour venir vivre sa retraite. Donc, les résidences secondaires sont converties en résidences principales. Il y a aussi des maisons qui sont accessibles et prisées par une population qui a les moyens de s'établir, puis qui a aussi une certaine flexibilité pour l'emploi. Donc, ils peuvent soit travailler de la maison ou soit aller que quelques fois par semaine se déplacer sur Montréal ou sur Sherbrooke. Les jeunes et les jeunes familles qui veulent s'établir ici ont plus de difficultés parce qu'il y a peu d'offres, puis au niveau des logements locatifs, puis les coûts de logements locatifs sont quand même assez élevés. Si on parle d'acheter une maison, bien là, c'est encore pire. Le prix est vraiment très élevé. Cependant, les emplois qui sont disponibles ici à Sutton, c'est des emplois relativement peu attrayants, c'est-à-dire qui ne demandent pas une qualification particulière et les taux horaires, ils ne permettent pas l'accès aux résidences, à l'achat de résidences ou à la location de logements ici dans la communauté. Puis en plus, bien, il y a un CPE, il y a un jardin d'enfants, il y a quelques garderies en milieu familial, mais on remarque aussi qu'il y a pour les familles avec enfants qui auraient besoin d'un plus grand accès aux services de garde. Pourquoi c'est préoccupant cette situation-là? C'est parce que quand une population commence à se vider de ces jeunes et de la population active, il y a un risque de perte de services pour la population. Il manque de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a certains commerces ici qui le vivent déjà. Puis, éventuellement, il va manquer de ressources humaines pour répondre aux besoins de la population plus âgée. Vous avez deux images dans le bas qui sont quand même assez frappantes, qui sont tirées d'une campagne américaine
sur l'île de Martha Vineyard qui nous a vraiment frappé, qui a frappé notre imaginaire. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qui va travailler dans les restos ici pour vous servir quand il ne restera plus de jeunes et de jeunes familles? Et qui va être votre premier répondant quand il n'y aura plus de jeunes ou de jeunes familles si la tangente démographique se poursuit? Ça nous amène à parler du cycle de dévitalisation, et c'est ce qu'on veut éviter. Sutton n'est pas une communauté en dévitalisation à proprement parler, mais c'est pour éviter que vous en arriviez à basculer là-dedans qu'il faut, moi je suis persuadée qu'il faut agir dès maintenant. La dévitalisation, c'est causé notamment par un déficit démographique, donc qui est attribuable à un exode de la population active ou à une part plus grande de personnes de plus de 45 ans, qui occasionne la disparition, la désorganisation des services, donc la caisse populaire, l'école, etc., qui vont s'en aller, qui pourraient s'en aller, puis que les gens doivent se déplacer pour accéder à ces services-là. Les mutualités qui se dévitalisent cessent de se développer, le tissu social s'effrite, puis ça amène une baisse de sentiment d'appartenance, du leadership, et c'est une spirale qui amène la communauté en descendant. Donc, comme je vous dis, ça, c'est une définition que nous n'avons pas inventée, ça vient du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, entre autres. Vous n'êtes pas encore là, mais il faut éviter de se rendre là, parce qu'une fois que la spirale de dévitalisation, elle est amorcée, la tendance, elle est beaucoup plus difficile. Ça prend vraiment beaucoup plus d'énergie pour renverser la tendance puis reprendre le chemin d'une communauté vitalisée. C'est à mon tour. Est-ce que vous préférez que je prenne le micro? Vous m'entendez bien? Ça va bien? OK. Alors, au niveau de l'offre de logement, Diane elle a mentionné que c'est quand même dispendieux à Sutton. Si on regarde différentes statistiques, la valeur médiane des maisons unifamiliales vendues en 2017 était de 336 000 $. Fait que ça veut dire que la moitié des maisons vendues étaient en bas de 336 000 et l'autre moitié était plus haut que 336 000. Puis ça, c'est des données qui proviennent de Centris. Vous connaissez bien Centris, le site d'achat de maisons. Quand on avait fait la présentation, on l'a préparé, ça fait quand même un mois ou deux. Je suis retournée sur le site, puis ça a augmenté depuis. Ça prend les 4 derniers trimestres. Et là, c'est rendu à 340 500 $ pour la valeur médiane d'une maison. Une autre donnée qui est assez frappante et qui vient de Statistique Canada, c'est le pourcentage des locataires du pôle qui dépensent plus de 30 % de leurs revenus aux frais de logement. C'est 42,9 %. 30 %, c'est vraiment considéré la limite. Quand on dépense plus de ça, on se retrouve en situation de pauvreté. Juste pour vous donner, c'est pas écrit sur notre diapositive, mais si on regarde les statistiques de StatCan, avec le recensement de 2016, la valeur moyenne d'une maison était de 357 863. Fait que ceux qui ont répondu croyaient que leur maison pouvait en moyenne se vendre à 357 863 $. Comparativement aux autres municipalités, grandes municipalités du territoire, les municipalités plutôt économiques, c'est vraiment à Sutton qu'on trouve le plus grand pourcentage de ménages locataires qui consacrent 30 % ou plus de leurs revenus aux frais de logement. Comme je vous ai dit, c'est 42,90 %. Si on regarde les autres municipalités, c'est soit aux alentours de 27, 31, 35. Fait que c'est quand même important comme type de statistique qui démontre que c'est quand même dispendieux pour un bon pourcentage de la population qui sont en location, le coût des logements. L'autre chose que vous connaissez sûrement, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui se vit non seulement dans Brome-Missisquoi, mais à travers le Québec. Là, on vit présentement un des plus bas taux de chômage au Québec depuis 40 ans, 4,6, puis ça se peut que ça soit encore plus petit le pourcentage que ça.
La disponibilité de la main-d'œuvre est problématique partout. Au CLD, à la MRC, on a fait un sondage avec des employeurs en février 2018. Sur les 182 répondants, il y avait 884 postes à combler. On s'entend qu'il y a plus que 182 entreprises dans la région, mais juste avec ces 182, il y avait 884 postes. Si on pense aux emplois à Sutton, c'est surtout touristique, saisonnier et de services. On va y revenir un petit peu plus tard, mais ce n'est pas nécessairement des emplois qui sont très payants au niveau du taux horaire. Et souvent, c'est du travail comme saisonnier ou à temps partiel ou avec des heures variées. L'autre chose qui est importante, c'est que, vous êtes vous êtes en concurrence avec les autres municipalités du pôle aussi. Là. À Cowansville, on recherche du monde pour travailler. À Lac-Brome, c'est partout. Là. C'est un phénomène qui se vit partout. Alors, ça devient un enjeu encore important de dire que, si quelqu'un habite à Cowansville, pourquoi est-ce qu'il viendrait travailler dans une entreprise à Sutton, un commerce de Sutton, exemple, un dépanneur ou une épicerie, quand il y a de la demande dans le dépanneur du coin à Cowansville et l'épicerie à Cowansville. Les compétences aussi requises sont transférables. Quelqu'un qui fait du ménage dans un hôtel peut faire du ménage dans une industrie. Alors, de plus en plus, les entreprises prennent quelqu'un pour leurs compétences et n'ont pas besoin d'avoir un profil parfait. Ils vont les former en entreprise. Alors, il y a une tendance qui change au niveau de la main-d'œuvre. Alors, les employeurs doivent innover de toutes sortes de façons pour aller attirer de la main-d'œuvre. Sûrement que vous avez vu partout, nous embauchons, nous recherchons, people for hire, etc. Fait que c'est quand même quelque chose qui se vit à travers le Québec, puis même au Canada. Il y a un sondage qui a été fait avec la Corpo de développement économique suite à notre sondage qu'on a fait avec les entreprises. Ce sondage-là, il y a eu à peu près 30 entreprises touristiques qui ont répondu, puis ces 30 entreprises, il y avait 7 employés ou plus qui ont répondu. Sur les 30 entreprises, il y avait 18 entreprises de Sutton. Et ce que les entreprises disaient, c'est qu'il y avait quand même une difficulté de recrutement de la main-d'œuvre qui était liée à l'offre de salaire. Alors, le salaire qui n'était pas assez élevé et l'horaire de travail. Alors, des horaires sporadiques, des fins de semaine, des soirées, etc. Le salaire moyen des répondants était à peu près 13 $ de l'heure pour l'emploi saisonnier et 18 $ de l'heure pour du temps plein. Et 2/3 des emplois, c'était des emplois saisonniers. Puis qu'à chaque année, il y avait un taux de roulement de personnel. Il y a à peu près 1/3 de la main-d'œuvre qui était recrutée. Alors, pour 30 employeurs, ça représente à peu près 300 employés là, qu'il faut aller chercher. Là, c'est Heidi. Donc, pour faire suite avec ce que Tania disait, effectivement, Sutton, on ne peut pas y échapper. Il y a vraiment un grand manque de main-d'œuvre. Je le vois de plus en plus à toutes les semaines à la CDES. J'ai des commerçants qui m'appellent, qui cherchent soit des cuisiniers, des femmes de ménage, des serveurs, des serveuses. Et puis, comme Tania l'expliquait, souvent, quand ils embauchent quelqu'un, ils vont le prendre comme serveuse. Mais cette petite-là qui est serveuse va aussi faire les chambres. Donc, il y a vraiment un manque. Et puis là, c'est pour ça qu'ils leur montrent à peu près toutes les tâches. Et puis, par rapport au sondage, en fait, la Corpo a travaillé avec M. Andrew Richards, qui avait repris un sondage que le CLD avait fait et puis l'a reformé avec moins de questions. On a aidé M. Andrew Richards à tester le sondage avec des entreprises du type comme Utopia, Mont-Sutton, pour être sûr que les questions étaient convenables et puis qui représentaient bien la région. Donc, pour l'instant, c'est ça. On fait notre possible à la CDES quand j'ai les hébergements ou les restaurants qui m'approchent pour les aider, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent porter leur CV, mais on est toujours ouvert. Passez-nous voir. Alors, comme Diane le disait tout à l'heure quand on parlait du cycle de dévitalisation, c'est sûr que l'enjeu de la rentrée de la main-d'œuvre a un impact aussi avec le vieillissement de la population. Alors, évidemment, moins on a de main-d'œuvre locale, plus ça devient difficile pour les entreprises de
de recruter dans les municipalités avoisinantes. Les commerces et les différentes entreprises sont contraintes soit de réduire leurs activités ou leur croissance. On a entendu des histoires cet été de restaurants qui étaient obligés de refuser des clients parce qu'il n'y avait pas assez de gens sur le plancher ou dans la cuisine, ou même devoir fermer certains soirs parce qu'ils n'ont pas assez d'employés pour servir leur clientèle. Ça peut devenir un problème. Ensuite, bien évidemment, c'est des services qui peuvent être réduits aussi pour la population. Ça a un impact sur les familles qui peuvent soit choisir de ne pas rester à Sutton ou de ne pas venir s'y établir. Et éventuellement, ça va avoir un service sur les résidents parce que plus la population va être vieillissante, plus on va avoir un besoin de services pour notre population vieillissante. Mais si on n'a plus de jeunes pour desservir puis travailler dans les différentes industries ou même dans les CLSC, ça devient un problème. Puis éventuellement, les gens qui souhaitaient prendre leur retraite et vieillir à domicile vont peut-être se retrouver dans une situation où il n'y aura plus de gens pour venir les aider à leur maison. Alors même les personnes aînées vont peut-être devoir quitter aussi la municipalité ultimement. Alors, pour l'école, bien sûr, l'école peut représenter un milieu de vie extrêmement dynamique qui est étroitement lié avec plusieurs d'entre vous dans le passé, dans le présent, dans le futur. Une école dynamique a le potentiel d'avoir un gros impact sur l'attraction et la rétention des habitants. Je ne vous dirai pas que c'est la seule raison, mais c'est un point que je vais apporter durant la présentation, que oui, on a un aspect à contrôler dans ça. On a déjà vu le prix des maisons, les emplois et tout a également un impact sur les jeunes familles. Toutes les familles ont tous eu à passer par l'école de Sutton. En 1994, il y avait plus de 300 élèves dans cette école-là. Ça date même avant qu'ils fassent l'école ensemble, avant qu'il y avait l'école francophone en bas de la côte, l'école anglophone en haut. Quand ils ont jumelé les deux, il y avait au-dessus de 300 élèves en 1994 dans l'école. En 2001, ce qu'on voit les statistiques ici, on avait aux alentours de 245-250 élèves dans l'établissement, anglais-français ensemble. Et depuis ce temps-là, c'est une descente petit à petit toutes les années. On voit une baisse ici d'environ 24% des nombres d'élèves depuis 2001 à l'école Sutton. On voit qu'à Lac-Brome, ils ont le même problème à Saint-Armand, à Bedford. C'est surtout des municipalités qui ont de la difficulté également avec leurs écoles. Là. On ne se cachera pas. Nous, ici à l'école, on est rendu à 175 élèves en ce mois de septembre 2018. Quand je parle de nombre d'élèves, on parle en anglais-français ensemble. Et j'ai déjà perdu 11 élèves depuis l'année dernière. Et mon potentiel est d'en perdre à peu près 11 ou 12 encore l'année prochaine, en septembre prochain. Là. Alors, on s'entend qu'en une école primaire, lorsqu'on perd entre 15 et 18 élèves, c'est une classe complète qu'on perd. Là. On perd des enseignants, on perd des techniciens d'éducation spécialisée, des membres du service de garde, on perd des gens directement qui ont un impact avec les enfants de la communauté. C'est le choix des parents. Ça peut être l'école à la maison qui influence le choix. Le gouvernement a assoupli les règlements pour permettre l'école à la maison un accès plus facile. Ça peut avoir aussi, les parents ont le choix d'établissement. Il y a des parents qui ont fait le choix d'être plus proches de leur travail. Alors, ils vont habiter Sutton, mais travaillent à Cowansville, travaillent à Norton, vont emmener les enfants, ce qui est plus facile dans une réalité 2018, d'avoir accès rapidement en voiture à l'école. J'ai entendu dire dans la communauté des fois la mauvaise renommée de certains professeurs ou enseignants ou classes ou dynamique de groupe. C'est aussi, dans une petite communauté, ça parle beaucoup. Ça ne vient pas voir en personne, ça écoute ce que les gens discutent. Aussi, il y a l'ouverture du côté de Val-des-Serres pour la loi 180 qui permet aux enfants, aux parents de choisir des écoles. Alors oui, on accueille des enfants qui sont de Donham, on accueille des enfants qui sont de Lac-Brome, de Cowansville, mais on en a également qui vont ailleurs, qui font le choix d'aller en d'autres écoles. On voit aussi qu'avec les statistiques, Lac-Brome, Norton Academy, Saint-Édouard ont les mêmes problématiques. Norton Academy, pas autant dramatique. Saint-Édouard, les chiffres descendent, même s'ils offrent un programme international. Alors, pour faire cette allusion-là, c'est que ce n'est pas le programme nécessairement qui va attirer les enfants. On voit ça dans d'autres écoles aussi. Il y a eu des recommandations faites quand je suis rentré en poste il y a plus d'1 an pour un programme international. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui attire les jeunes familles dans une école. On voit également que moins d'inscriptions à l'école, qui est mentionné plus tôt, a un impact direct sur les services aux élèves. Alors, on a moins de techniciens d'éducation spécialisée, moins d'heures au service de garde. Les heures d'ouverture, par exemple, c'était un point chaud. L'année dernière, les heures d'ouverture du service de garde ont été réduites. Je ne peux plus se permettre d'ouvrir jusqu'à 6 heures parce que je n'ai pas assez d'élèves inscrits. Je ne peux plus ouvrir le matin parce que je n'ai pas assez d'élèves inscrits.
c'est un nouveau. Alors, les parents disent, ben moi, il faut que je quitte pour 6h30 le matin, il faut que j'ai un endroit pour porter mon enfant. Je peux pas. Je travaille à Granby, je travaille à Montréal, je voyage, je peux pas arriver avant 6h, je peux pas utiliser le service de l'école. Alors, tout ça, ça a un problème. Les classes, on commence à avoir des classes jumelées, beaucoup du côté anglophone et ça va commencer du côté francophone également. Les classes jumelées signifie qu'on va avoir des niveaux de 5e, 6e année ensemble, première, deuxième année ensemble également. L'école ne répond plus nécessairement aux besoins de certains enfants. Du côté francophone, on envoie les enfants rapidement dans les écoles spécialisées. À Cowansville, on retire les enfants de leur milieu ici à l'école. Les familles quittent, choisissent de ne pas venir à Sutton. Ça a un pouvoir d'attraction. Les familles magasinent aussi. Voient le prix des maisons en premier, absolument, mais vont venir à l'école. Je reconnais des parents ici qui sont venus me visiter l'année passée, qui ont fait le choix de l'école de Sutton, ont aimé l'environnement, ont aimé la ville, ils viennent ici, mais le contraire se fait également. Ensuite de ça, c'est tous les services de santé qui vont avoir un impact également. J'ai vu Mme Thomas ici, Catherine Thomas du CPE. Elle a aussi, elle pourrait vous en parler également, des services qui sont donnés à son CPE également. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Et malheureusement, moins de jeunes familles égale tous ces problèmes qu'on rencontre ici à l'école également. Alors, comment renverser la tendance? La ville porte déjà plusieurs actions. Monsieur, vous pourrez compléter si j'en oublie. Vous avez une politique de famille et aînés à Sutton qui soutient entre autres des projets de logements sociaux, Accès Logis. Il y a aussi un soutien pour des projets de logement accessibles avec des promoteurs privés. La planification stratégique permet un crédit de taxe pour les nouvelles constructions de moins de 300 000. Il y a aussi l'orientation 4 pour le comité d'attraction pour des efforts pour avoir accès à la propriété et soutien à l'école. On a aussi les règles de zonage pour la transformation des bâtiments accessoires pour du logement et aussi pour permettre du logement intergénérationnel dans la municipalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que les jeunes familles choisissent de venir à Sutton, mais aussi choisissent de rester à Sutton? En fait, c'est une des raisons pour qu'on est ici ce soir, c'est qu'on veut éveiller la conscience citoyenne face à l'enjeu du vieillissement de la population et les impacts que ça peut avoir sur une communauté. On veut aussi soutenir une mobilisation et un partenariat entre la municipalité et la communauté et les citoyens, parce que c'est vraiment important pour pouvoir aller de l'avant. Et aussi continuer à développer une municipalité qui répond aux besoins de tous ses citoyens. Pour y arriver, on peut avoir, il y a différentes façons de le faire évidemment, mais si on parle de logement et d'accessibilité à la propriété, on peut offrir différents types d'habitation, par exemple une coopérative de propriétaires intergénérationnels. Puis là, des idées, là, il y en a plusieurs, on en a mis quelques-unes ici. Des logements plus variés, peut-être des logements plus petits aussi. Une densification de qualité favorisant le transport actif, pour que ce soit plus facile pour les gens de se déplacer activement. Une coopérative de milieu de vie, de logement et de services, puis aussi un accès à la propriété par capitalisation partagée, par exemple, vivacité. On va vous présenter quelques exemples de projets qui ont été faits ailleurs. Puis là, c'est des projets qui ont été faits ailleurs. On ne propose pas un copier-coller, on ne dit pas que c'est une solution pour la municipalité de Sutton, on fait juste dire qu'au Québec, il y a beaucoup de municipalités qui se penchent sur ces questions-là. On n'est pas la seule à Sutton. C'est important de regarder ce qui se fait ailleurs, mais c'est important aussi, comme je le disais, de travailler sur une mobilisation entre la municipalité et les citoyens pour trouver des solutions à l'image de la municipalité de Sutton et de ses citoyens. Donc, on vous donne ça comme exemple, mais il ne faut pas prendre ça comme une recette qu'on vous propose. Les exemples qu'on vous donne, c'est vraiment des exemples variés avec différentes populations aussi. Là. Comme vous voyez ici, Rivière-du-Loup, bien, il y a presque 20 000 habitants. Le projet, c'est l'écoquartier Domaine Cogan. C'est un projet de développement de 200 résidences qui est sur un ancien site industriel. On vous montre cet exemple-là parce que c'est un projet domiciliaire mixte. Alors, on y retrouve coopérative, condo, copropriété, du logement locatif. Fait que c'est vraiment à taille variable. C'est pas juste des maisons unifamiliales, c'est vraiment selon les besoins et aussi selon différents revenus.
Si on prend l'exemple de Lac-Mégantic, qui a une population de 5 832 habitants, le modèle Vivacité, en fait, c'est un modèle de capitalisation partagée. Alors, Vivacité, c'est un organisme à but non lucratif qui investit une mise de fonds d'au moins 20% dans l'habitation. Fait que la personne qui achète la maison, elle va avoir une hypothèque qui va représenter 80% du coût de la maison. Et lors de la revente, on partage l'augmentation de la valeur. Alors, la plus-value est partagée entre Vivacité et le propriétaire. Alors, le propriétaire, quand il vend la maison, il va recevoir 100% de son investissement initial, 100% de la valeur ajoutée liée à la rénovation et 25% de la plus-value. Alors, 75% de la plus-value va à Vivacité, vu qu'ils ont quand même mis la mise de fonds, et ça va servir à aller financer d'autres logements aussi, là, pour réinvestir dans d'autres types de logements. Et comment que Vivacité, il finance ce 20%? C'est avec différents fonds qui sont disponibles, dont la fiducie du chantier, la Caisse d'économie solidaire, le risque, différents fonds qui sont liés à l'économie sociale. Là, j'ai rajouté une diapositive là, que vous n'avez pas dans vos feuilles. C'est le code de Waterville qui est de 2121. C'est le modèle de coop propriétaire. Vous avez un projet qui se bâtit présentement dans la ville de Sutton, un projet de coop propriétaire. Ça ressemble un peu au modèle de Vivacité, mais pas sous forme d'OBNL, sous forme de coop. Dans le cas, je voulais vous montrer la photo de qu'est-ce que ça pourrait représenter du multilogement. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. C'est au bas. J'aurais dû... Attendez, je vais le mettre plus haut pour que tout le monde puisse le voir. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple d'une unité de 4 logements certifiés LEED qui vont construire à Waterville. Alors, ça ressemble à comme une maison unifamiliale, une grosse cabane, mais en fait, il y a 4 unités. Fait que en haut, il y a un logement dans la bâtisse qui est blanche. En bas, il y a un autre logement, puis après ça, dans l'autre côté, il y a 2 petits logements. Fait que c'est quand même intéressant. Ça n'a pas besoin de ressembler à un bloc appartement. Ça peut avoir une allure de maison unifamiliale. Et dans le cas d'une coop, c'est le fonctionnement, c'est une fiducie qui achète le fonds de terrain. Fait que ça représente à peu près 25% de la mise de fonds. Puis fait que ça fait en sorte que chaque fois que quelqu'un achète une coopérative, fait part d'une coopérative de propriétaires, ils vont payer leur logement à peu près 30% de moins que ce qui est sur le marché. Mais quand ils le revendent à la coop, ils vont la revendre à 30% de ce que ça vaut sur le marché lors de la vente. Fait que ce qui fait en sorte que c'est toujours accessible à quelqu'un qui veut s'acheter une propriété. Et lors de la revente, on récupère sa mise de fonds comme Vivacité, le capital qu'on a mis sur la maison, puis une partie du plus-value qui est à peu près 40%. Je vais prendre l'exemple de Montparnasse, village de 1100 habitants. Le projet, c'est un projet de coworking et d'hébergement. Donc, c'est une ancienne résidence pour personnes âgées qui était vacante. C'est un projet qui est porté par la Corpo de développement. Puis dans cette ancienne résidence-là, on a des bureaux professionnels. Donc, les gens peuvent louer un bureau. On a un espace de coworking, mais on a aussi un hébergement pour les travailleurs saisonniers. Donc, c'est des chambres individuelles. Les gens ont leur propre salle de bain. Ils ont une terrasse où ils peuvent aller manger ensemble. Ils partagent une cuisine aussi. Donc, ça permet aux travailleurs saisonniers d'avoir un hébergement à moindre coût pour pouvoir travailler dans la municipalité. Puis ensuite, on a aussi l'exemple de Saint-Fabien de Panay, qui est un village de 946 habitants, où là, il y a eu vraiment une mobilisation pour différents types d'hébergements. Donc, c'est les habitations Panay et la coop d'habitation Beau Séjour
qui ont investi au total là, dans les 30 dernières années 4,5 millions pour bâtir 84 logements sociaux. C'est impressionnant. Oui, absolument. C'est des maisons unifamiliales, c'est des logements, c'est des résidences pour aînés, mais c'est vraiment un projet là, de communauté avec l'aide ici de ces deux entrepreneurs. Alors, Monsieur le maire, là, c'est sûr que c'est trop petit. Vous avez à l'arrière le document complet que vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas. S'il ne me reste plus de copies, c'est aussi disponible sur le site web de la MRC. Comme M. le maire l'a dit, la MRC, la pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement de la population se vit un peu partout sur notre territoire. Le Conseil des maires a adopté une stratégie d'attraction dans Bromscott de la main-d'œuvre et des jeunes familles. Notre objectif sur les 10 prochaines années, c'est d'attirer 10 000 nouveaux travailleurs. Alors, ça représente à peu près 6 000 familles. 10 000, c'est à peu près 1 000 par année, là, grosso modo, qu'on veut aller attirer. La clientèle cible, c'est des jeunes, francophones et anglophones, surtout de la région de Montréal, qu'on va aller attirer. Des gens qui sont nouvellement sur le marché du travail ou qui sont en quête d'une qualité de vie comme on a offert ici dans la région. C'est des personnes, des entrepreneurs, la main-d'œuvre spécialisée, la main-d'œuvre non spécialisée, des personnes immigrantes. Fait que vraiment, on touche un peu à tout. Dans notre stratégie, on a 4 grandes idées. On va positionner Brome-Missisquoi par rapport aux autres régions. C'est quoi qu'on a à offrir dans la région. Notre offre va être adaptée selon la clientèle. Ce qui est important, c'est aussi l'engagement local. On a lancé cette stratégie, mais dans notre conférence de presse, on a vraiment tablé sur l'importance que cette stratégie-là ne soit pas juste portée par la MRC ou les municipalités, mais qu'elle soit portée par nos communautés. Parce que les gens qu'on va attirer, ils vont devoir être accueillis dans une municipalité. Ça prend du monde qui les accueille, ça prend du monde aux dépanneurs qui les salue, ça prend du monde qui les montre les différentes activités, qui les accompagne ou qui sont aimables, accueillants, etc. Je ne crois pas que c'est un problème ici à Sutton. Je le vois avec le cafetier puis à d'autres places que vous êtes une population hyper chaleureuse, accueillante. Mais c'est sûr que ça va prendre ces éléments-là au niveau de l'engagement local. Ça va peut-être prendre aussi des nouveaux projets au niveau de l'engagement local. Puis ça va être à géométrie variable à travers la MRC. Peut-être ça va être un projet spécifique au niveau de, je sais pas, l'accueil, un comité d'accueil. Peut-être ça va être des activités pour des jeunes parents ou des personnes sans enfants. Souvent dans une municipalité, on voit qu'il y a des activités pour les aînés avec MADA, il y a des activités pour les jeunes familles qui ont des enfants, mais il y a peut-être moins d'activités pour le célibataire, le jeune adulte de 25 ans qui n'a pas encore d'enfants. Fait que, tout ça est à voir parmi nos municipalités, de comment on peut répondre aux besoins de cette nouvelle population qu'on veut attirer. Et on va avoir une structure d'accueil, notamment que Catherine est responsable de à la MRC, fait que ça va être l'agent d'accueil pour les gens qui vont venir. Moi, je vais connaître beaucoup de monde dans le On va accueillir 10 000 personnes. 10 000 personnes, on va toutes les côtoyer, toutes les rencontrer. Mais ça prend aussi ça au niveau local, aussi, comme j'avais mentionné, là, que l'accueil soit présent. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires par rapport à la stratégie, mais à ce moment-ci, on a fait le tour de la présentation. Alors, à ce moment-ci, on va inviter les gens à se présenter au micro, s'identifier. Vous pouvez parler en anglais ou français, poser. Bien, faites vos commentaires, vos observations. Alors, qui va être le premier? La première. Non? Bon, merci, bonsoir. Ça prend quelqu'un de casser la glace. Oui. Je suis en train de fondre, par exemple. Alors, c'est vraiment intéressant. Lucie Hébert, citoyenne. C'est vraiment intéressant, la stratégie puis la présentation. Je trouve ça le fun. Vous avez présenté des modèles innovateurs parce que
ça donne des exemples. Moi, quand j'écoutais la stratégie, je disais, je pense qu'à Sutton, on a tout, mais ce qui manque, c'est comme un leadership, je dirais. Puis peut-être que c'est comme si, je trouve que la soirée de ce soir va peut-être être une espèce d'élément pour comme donner une drive pour que tout soit coordonné ensemble. L'autre commentaire que j'avais le goût de faire, vous donniez l'exemple de Waterville, je suis allée dernièrement, puis une des particularités de Waterville, c'est qu'il y a une école à vocation particulière qui attire beaucoup de familles qui partent de Montréal, qui partent de Sherbrooke, qui partent d'ailleurs pour aller s'installer là, puis je pense que ça peut avoir ça peut être intéressant à regarder. Je n'ai plus d'enfants à l'école, je vous rassure. J'ai des petits-enfants, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, fait que, donc, bravo. Puis donc, je pense que s'il y a comme une volonté à la fois municipale ou à la fois des citoyens, puis je trouve ça intéressant que l'école soit assez à côté du conseil, du bureau de la corpo, là, c'est ça. Que l'économique, le social, le scolaire soient assis à la même table. Et municipal, je pense que déjà, c'est des ingrédients fort intéressants. Et à ma connaissance, c'est la première fois que, depuis longtemps, que le milieu scolaire est représenté. Oui. J'ai été sur le conseil de l'école pendant plusieurs années, au début, quand l'école a été fusionnée. Puis c'était un modèle, à cette époque-là, Madame Quinlan, qui s'est fait connaître par après, c'est une madame qui a bien de la drive. Quand elle a parti l'école, c'était une des raisons qui faisait qu'il y avait des familles qui choisissaient. Puis là, je suis pas en train de porter un jugement sur ce qui est l'histoire d'une école et d'une communauté, ça a des hauts et des bas, puis c'est pas la faute nécessairement des gens qui sont en poste, mais peut-être que c'est un des lieux qui doit être investi parmi toutes les autres en même temps. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est William Murray, je suis un citoyen de Abercorn et non de Sutton. Mais j'ai une propriété ici à Sutton et puis c'est une super belle présentation avec tous des beaux points, sauf l'argent. Parce que la réalité, je regarde par exemple Waterville, que vous avez raison, il y a une belle école, mais c'est à côté de North Hadley qui est très cher et le terrain n'est pas cher. Alors, il y a la possibilité de faire des développements qui sont accessibles parce que le terrain n'est pas cher. On a vu au début de votre présentation à quel prix la moyenne des maisons se vendait et c'est super qu'on veut vraiment que l'école diminue puis qu'on veut emmener des jeunes familles. On veut emmener toutes les familles. Pour moi, ça a été une affaire qui m'a toujours bugué un petit peu. C'est la séparation entre les projets de logement des aînés, le projet des logements des jeunes familles. Pour moi, ça aurait dû toujours être le projet des logements. Point final. Parce qu'on vit dans un cercle, on a besoin tous les deux et tout ce qu'il y a entre ça. Parce que ce n'est pas juste les jeunes, on a besoin de tout le monde. Mais l'affaire qu'il faut que je pense que tout le monde comprenne, c'est que et tout ce que vous avez dit est vrai, mais la seule façon qu'on va être capable de se rendre à un point où on commence à faire quelque chose, c'est en investissant. De la même façon que vous avez investi votre temps et l'argent pour emmener les bons commentaires, les bons statistiques, qui a pris du travail, de l'argent, il a fallu débourser pour avoir les informations pour avancer. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de projets depuis les dernières années sur qu'est-ce qu'on a de besoin à Sutton. Puis la réalité, c'est où ça bug toujours, c'est on se rend au point où il faut dépenser des sous. Et on le voit toujours comme une dépense. Mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Puis je pense que nous, la population, je vous regarde à vous, c'est de valeur parce que j'aimerais vraiment vous regarder, c'est que nous, on a besoin de prendre responsabilité. Ça ne va pas se passer avec l'hôtel de ville. Ça va se passer avec nous, parce que leur hésitation d'investir dans notre communauté se tient avec nous, les citoyens.
Parce qu'à chaque fois qu'on veut dépenser de l'argent pour investir dans le futur, on dit, ben là, personne ne nous l'a dit, ça coûte trop cher, on paye des taxes. Je suis complètement d'accord, je paye des taxes aussi. Mais rendu à un point, c'est beau et bien de faire les projets, de regarder tout ce qu'on a besoin de faire, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul. Ça va se faire seulement si on décide qu'on est prêt à investir dans notre communauté. Alors, je parle à vous, M. le maire, vous, les conseillers, mais aussi vous, les citoyens. Moi, j'ai un projet, je ne vous le cache pas, tout le monde le sait, j'ai un projet, ça fait 3 conseils de suite qu'on travaille sur notre projet. Puis 3 conseils de suite, c'est long. On en parlait cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe? On a la coopérative qui a signé un offre d'achat. Ça fait 6 mois. Ils ont 1 an. Puis ils nous demandent, qu'est-ce qui se passe? Je leur réponds, je ne sais pas. J'attends. Puis je sais pourquoi on attend. On peut prendre des bonnes décisions financières. Mais je pense que tout le monde doit comprendre que ça, c'est super. Vous êtes super, on est tous super, mais la seule chose qui va faire avancer tout dans notre communauté, c'est si on décide qu'on veut faire avancer les affaires. Et ça va coûter des sous et ça va coûter de l'effort. Comme une coopérative ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. Bonjour, mon nom c'est Louise Comtois. Au sujet de l'école, ça m'a toujours chicoté que j'aurais tellement aimé que l'école de Sutton reflète Sutton, le plein air, qu'il y ait un gros programme de plein air, peut-être en collaboration avec les universités, les programmes en éducation physique, pour que les enfants à Sutton mangent du plein air à 100%, parce que c'est les raisons souvent pour lesquelles nous, on vient s'installer à Sutton. La deuxième chose, je trouve, pour Sutton, c'est l'urgence d'Internet. On ne pourra pas avoir de gens qui ont des emplois intéressants, qui vont faire des enfants étudiants qui vont aller prendre les petits jobs plates, comme on a tout fait tout le monde. Mais il faut qu'il y ait Internet. Les parents, aujourd'hui, c'est un must, là. Puis ça n'a pas l'air d'être pour demain. Merci. Merci, Mme Comtois. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Hello. Moi, je voulais faire suite. Mon nom, c'est Edith Dandonneau. Edith, bon, moi, je voulais juste faire suite à ce que William, il parlait de l'importance de l'investissement financier, de mettre de l'argent de l'avant. Moi, je travaille beaucoup plus du côté avec les réfugiés. Il y en a beaucoup qui me connaissent. J'ai fait beaucoup de travail avec les réfugiés. J'ai vécu dans plusieurs pays au monde. J'ai fait ma carrière à l'étranger, mais je suis de Sutton, née à Sutton, revenue toujours à Sutton, toujours. Et puis, moi, ce que je vois depuis que je suis arrivée, c'est que les gens me disent beaucoup « Wow, c'est une super idée, c'est le fun que tu t'investisses avec les nouveaux qui arrivent dans la région. » Et je vous regarde, vous qui attendez 10 000. Puis moi, ce que je vois, c'est que les gens me disent « Wow, c'est super beau, c'est dommage, je ne peux pas aider parce que, bon, j'habite pas dans les grandes villes. » Puis quand je leur fais signe qu'il y a des gens ici qui ont des besoins juste d'intégration, tu sais, « Salut, ça va? » Les gens ne savent pas quoi faire ou ne font pas. Donc, l'idée d'accueillir, c'est plus, un peu comme William disait, ça prend un investissement humain. Là. Si on veut que Sutton, comme toutes les autres places, on n'est pas pire qu'ailleurs, je sais, mais je sais que dans le moment, on a un réfugié qui est à Sutton, c'est un jeune réfugié, il a 24 ans, il vient d'avoir 25 ans, c'était sa fête. Il travaille déjà ici parce qu'il s'est trouvé de l'emploi, parce qu'il y a une pénurie. Il va à l'école, il apprend le français, il est ici, mais il est tout seul. Lui, il adore déjà Sutton, il trouve que le monde sont smart, mais qu'ils sont tous, tu sais, tout le monde est comme, wow, OK. C'est fantastique, mais t'es loin. Je te connais pas, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment faire. Fait que moi, ce que je voudrais inviter les gens à faire, c'est de savoir que si on veut attirer des gens, il faut savoir que ça prend du temps. Faut offrir de « Je peux-tu t'aider à faire ton épicerie? Je peux-tu t'aider à... Tu as besoin d'un lift, tu peux pas conduire encore parce que tu sais pas encore la langue parfaitement bien, tu peux pas faire tes cours de conduite. » Il y a des choses pratiques que les gens peuvent faire.
Fait que l'investissement financier, c'est une chose. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a qui ne peuvent pas. Mais qu'au niveau d'investissement de ce que c'est, puis moi, je vous dis tout de suite, il faut de la formation. Il faut que les gens, je sais que vous le savez déjà, mais il faut que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire quand on s'adapte à un nouveau pays. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai été obligée de déménager. J'ai vu c'était quoi. Il faut que les gens sachent que ça prend de l'effort. Merci, madame. Yes. Ben moi, je vais faire du pouce sur ce que... Jérémy? Ah oui, Jérémy Postel, résident de Sutton, puis émigrant depuis 7 ans à Sutton. Donc, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que je peux te dire que c'est difficile de s'intégrer à Sutton, puis que ça prend de la drive pas mal, mais qu'on y arrive. Au bout de 7 ans, là, je commence à être là. Puis que oui, ça prend du temps quand on vient d'un autre pays de comprendre comment, même moi, en ayant la même couleur de peau, puis en ayant à peu près les mêmes habitudes, il y a vraiment des différences culturelles qui sont importantes. Mais c'est ça, moi je voudrais rappeler aussi qu'il y a un organisme qui s'appelle Place aux Jeunes. Puis qu'on organise depuis peu avec Place aux Jeunes des soupers apéros, des 5 à 7, là, pour accueillir les jeunes familles, puis continuer de les accueillir quand ils sont là. Puis le projet de cet apéro-là, donc vous pouvez aller sur le site Facebook de Place aux Jeunes, c'est de rallier les anciens et les nouveaux. Et tout le monde, du coup, tout le monde de la communauté de Sutton et de Brome-Missisquoi est invité à ces apéros-là, justement pour échanger sur qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les intérêts de chacun, puis qui est-ce qui arrive, puis de les soutenir dans leur arrivée. Puis que le 15 septembre, c'est la grande fête des nouveaux dans Brome-Missisquoi, organisée par Place aux Jeunes. Donc vous êtes tous les bienvenus pour venir accueillir nos nouveaux arrivants. C'est à Notre-Dame de Stanbridge cette année. C'est ça. Notre-Dame de Stanbridge. Yes. Dans l'ouest de la MRC. L'année prochaine, ce sera dans le coin, peut-être. Ouais. Après, moi, ce que je remarque, moi, je suis producteur de miel de sapin à Sutton, puis je travaille aussi dans le paysagement. Et une de mes grandes déceptions, c'est le milieu agricole. C'est que oui, l'agroalimentaire est en expansion, puis le CLD est en train de vraiment soutenir tous les projets agroalimentaires, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le territoire, il est comme mangé par des grosses propriétés. Puis, tu sais, je suis pas trop pour la dictature, mais là, je serais comme pour limiter l'accès au terrain par rapport au nombre de personnes qui habitent sur un terrain. Tu sais, je sais pas comment on pourrait le faire, mais je me dis, quelqu'un qui achète 100 acres ou 300 acres, puis qu'il est tout seul, ou qui vient juste la fin de semaine, moi, là, c'est comme, au fond de moi, il y a quelque chose qui marche pas, parce qu'on dit qu'on est dans une région qui est super belle, mais ces gens-là, en plus d'acheter des gros terrains, ils s'en occupent pas. Ils savent même pas s'en occuper. Puis, moi, j'aime la forêt. À la base, je suis gestionnaire forestier. Puis, j'ai fait mes études en gestion de l'environnement. Mais justement, la gestion de l'environnement, c'est comme, oui, avant, il y avait plein de forêts, mais il y avait beaucoup moins de population aussi. Puis maintenant, on est plus de population. Donc, la forêt, c'est bien, mais si on veut un milieu diversifié, il faut aussi des milieux diversifiés. Pour un milieu agricole qui fonctionne, il faut des prairies qui fonctionnent. Donc, il faut faucher ces champs-là, qui ont été fauchés puis qui ont été labourés. J'ai parlé avec des anciens de Sutton qui, eux, ils en pleurent quand ils disent « on en a tellement enlevé de cailloux dans ce champ-là, puis on a tellement enlevé d'arbres, puis là, celui qui vient d'acheter, il a replanté tout le champ que ça nous a pris 25 ans à mettre en champ. » Puis de se dire que cette culture-là, elle est comme méconnue, puis que je pense aussi qu'on parle beaucoup d'Internet. Puis moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu moins d'Internet, parce que c'est pas Internet qui développe un territoire. Je pense que c'est l'agriculture qui développe un territoire. Et que les jeunes familles, moi, mon souhait, c'est que ce soit des jeunes familles qui habitent ce territoire-là et qui ne sont pas que assis dans un bureau derrière un ordinateur. Il en faut,
Mais je pense que nous, notre région, c'est pas vers ça qu'il faut qu'elle se destine. C'est vraiment plus sur notre atout. Justement, on a des prairies, on a des forêts qui fonctionnent, on a des acteurs qui se démènent pour faire fonctionner la foresterie locale, des circuits agroalimentaires. Puis je pense que d'accueillir des jeunes agriculteurs, puis de leur permettre de l'accès à la terre, puis de dire aux gens que s'ils viennent en campagne, si ça sent le fumier, c'est normal. C'est ça l'odeur de la campagne, des vaches, des moutons, des tracteurs, des champs qui sont fauchés. Ça fait partie de la vie de campagne. Si on ne veut pas ça, c'est pas là qu'il faut rester à Montréal. Puis, c'est ça. Et oui, je clôture. Les lieux communautaires. Les lieux communautaires, moi, j'essaye de... Enfin, en tout cas, l'hiver, c'est là que j'ai le plus de temps. J'essaye de monter un lieu communautaire à Sutton parce que je pense que la vie de village, elle se construit dans des lieux où on peut se rassembler sans forcément avoir à dépenser. Puis que... en gros, c'est à peu près ça. Mais que c'est ça, à Sutton, c'est assez difficile parce que tout est basé vers le tourisme, mais très peu... l'énergie est un peu moins tournée vers le fait de faire battre le cœur du village. Puis après, il y a l'usine de la Filtex qui est là, puis que je pensais qu'elle allait être détruite en 2018, puis là, je la vois toujours debout. Puis moi, j'espère vraiment que ce ne soit pas un stationnement, puis que justement, on en fasse un cœur du village communautaire, puis qui met en valeur les initiatives locales. Bonsoir, je vais faire vite, Frédéric Chouinard. Nous, quand on est arrivé dans le coin, on était dans le pit sur le bord du Mont-Pinac, puis on avait Internet haute vitesse, fait que ça nous a aidés là, avec VivoWave dans le temps. Fait que c'est vrai que c'est pas un gros obstacle pour l'instant. L'école de Sutton est fantastique. Le plein air de plus en plus avec le PENS, informez-vous, là, c'est vraiment... ça se développe rapidement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui envoient leurs enfants ailleurs ou dans des nouvelles écoles alternatives comme Cœur de Gaïa. Je sais que juste dans mon entourage, j'en connais une quinzaine. Puis je me dis, ouais, effectivement, il faudrait les ramener au Bercail parce que c'est vraiment une école fantastique à côté du Sentier Village Montagne, tout ça. Mais, puis la Filtex, l'occasion, on parle d'un investissement. Je pense que c'est évident que ça ne sera pas un parking, ça sera un endroit pour habiter. Mais en gros, moi, je suis ici pour dire une chose. C'est pour parler des lits froids, pas les lits froids dans les auberges puis les hôtels, là. Les lits froids, les maisons vides. Puis je parle pas dans le Sutton rural, là. Bon, des chalets, c'est des chalets, là, tant mieux. Quoique je suis d'accord avec Jérémy que j'aimerais bien savoir la zone verte, qu'est-ce qui arrive avec, là. Mais dans le village, des maisons vides, ça n'a pas rapport. Faudrait s'inspirer des Schweitzer. On aime les Suisses, les Schweitzer, les Suisses en allemand, c'est le même qu'on les appelle, ça a l'air, qui ont des règles, parce que c'est pas vrai qu'on a besoin de dépenser. On peut juste adopter des règlements là, pour limiter la quantité de maisons vides dans le village, avoir des quotas ou imposer des taxes pour les résidences secondaires dans le village. Moi, je suis dans le village, puis toutes les maisons autour de moi sont vides la majorité du temps. Ça fait des longues marches plates à l'Halloween. Mais c'est triste aussi pour les enfants. T'sais, mes enfants, il n'y a personne en arrière, personne sur le côté. Puis ça n'a pas lieu d'être. Il doit une façon. On pourrait demander aux Suisses comment ils ont fait parce que ça se fait. Fait que dans le village, des résidences secondaires, non. Ou moins de résidences secondaires dans le village. Un quota maximum, mais ça n'a vraiment aucun sens. Puis si on est pour faire des nouveaux logements, s'il vous plaît, là, les promoteurs, ne vendez pas ça à des résidences secondaires. Puis finalement, je sais qu'il y a un problème de mauvais locataires aussi à Sutton. Ça, c'est une des raisons pourquoi il y a des maisons qui restent vides, parce qu'il y a des locataires qui font du grabuge. On pourrait faire comme la banque de terre, on pourrait faire la banque de jeunes familles cherche-maison, où est-ce que les gens seraient référés par d'autres mondes. Avec l'Internet, là, tout est possible maintenant. Les gens seraient référés, on donnerait, ça serait comme, ah oui, lui, tout le monde le connaît, c'est du bon monde, OK, puis ça aiderait à régler le problème du fait que les gens louent pas parce qu'il y a des mauvais locataires. Fait que banque de jeunes familles cherche-maison, l'idée de la soirée. Merci. Bonjour, Simon Gagné-Lefebvre. Je suis tout le temps impressionné quand je viens dans des rencontres de voir à quel point tous les citoyens de Sutton sont tellement intelligents, avec plein de bonnes idées.
Moi, je vais me limiter à 3 points. En fait, premièrement, je voulais dire que moi, je suis issu de Place aux Jeunes. Donc, ma blonde et moi, on a immigré d'Ambron-Missisquoi à cause du programme. Très content de notre choix. Deuxième chose, je voulais parler aussi de l'école. Je trouve que l'école est exceptionnelle, comme Frédéric l'a dit, comme beaucoup d'autres citoyens l'ont dit aussi. Je crois que ça serait extrêmement intéressant de s'en aller vers une école à vocation particulière, quelle qu'elle soit, que ce soit les sports, les arts, parce qu'on a une communauté très axée sur les arts à Sutton. Peu importe le programme qu'on choisirait, je pense que les jeunes familles rêvent d'une école différente, en tout cas, avec quelque chose de particulier. Même de l'architecture, intégrer quelque chose de plus joyeux, une route plus carrossable pour s'y rendre. Demain après-midi. Bon. 3 heures. Merci, Frédéric. Et puis, l'autre chose, en fait, William a parlé quand même bien en fait, de l'habitation. Il y a juste un point sur lequel je veux revenir. Je pense qu'on a une politique de crédit de taxe pour les jeunes familles qui... on a parlé vaguement là, pour les maisons en bas de 300 000. Je pense que ces politiques-là sont complètement désuètes et non fonctionnelles. Je me demande même s'il y a une personne qui en a bénéficié depuis qu'il est sur pied. Ça serait vraiment intéressant de revoir ça. Des vrais crédits de taxes, moi je pense que ça serait extrêmement intéressant pour les promoteurs. Et puis, ce dont je rêve le plus, en fait, je vais finir là-dessus, c'est comme disons, un Sutton scandinave. T'sais. On peut-tu se rendre là à un moment donné? Arrêter de parler de plein de belles choses puis d'en faire. Tout le monde ici a plein de belles idées, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé de leadership tantôt. C'est le temps de le prendre et d'arriver à quelque chose avec ça parce que la communauté est prête et mûre pour ça. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je suis Caroline Gosselin, je suis citoyenne de Sutton et aussi intervenante de proximité pour les aînés. Je travaille pour le CAB Sutton, le Centre d'action bénévole. Alors, moi, j'avais 2 petits points. Tout d'abord, effectivement, pour rebondir, dans le fond, sur plusieurs interventions, mais en particulier la première là, de Lucie qui disait il y a plein de belles choses à Sutton. Il manque un peu de liant pour vendre Sutton, en fait, pour le vivre d'abord et se doter d'une identité. On a des pôles forts, la nature, la culture, c'est là, c'est présent. C'est souvent ce qui fait qu'on s'est approché de Sutton, soit qu'on y reste ou qu'on vient s'y établir quand on a choisi de s'y établir. Mais c'est comme si on n'a pas encore articulé notre identité. Et on vient s'établir à quelque part, oui, parce qu'il y a des logements abordables, tu sais, qu'on peut se permettre d'acheter, mais c'est d'abord un coup de cœur. Pourquoi on a choisi de venir s'installer ici? Parce qu'on a été touché par les valeurs, soit par la beauté des paysages, mais par le tissu social. Alors, je pense que si on était capable d'une part, soit dans la prochaine exercice de développement stratégique, de se doter d'une vision qui serait un peu plus claire. Là, la vision, elle est très longue, c'est un long paragraphe, mais d'une sorte de branding. Disons que Sutton, c'est ça. Et là, on le décline selon les clientèles, mais au final, on est capable de se vendre, de dire qui on est. Fait que ça, je pense que ça serait important. Et à ce moment-là, on attire parce que tout à coup, on décline l'école. Alors là, l'école internationale, c'est peut-être plus ce qui est à la mode. C'est quoi? C'est l'école de la Terre, c'est Gaïa, c'est la nature dont on parlait tout à l'heure, alors qu'on la décline à fond, cette identité-là. Dans nos restaurants, bien, on achète local parce qu'on est fiers de notre agriculture locale, parce qu'on habite notre territoire, parce qu'on le fait vivre, ce territoire, il a une couleur. Donc, je pense que ça, là, il y a quelque chose de clé, parce qu'une maison, c'est toujours bien juste une maison. On choisit d'habiter quelque part. L'autre point, dans cette stratégie d'attraction et de rétention de famille, il ne faudrait pas oublier dans l'équation nos aînés. D'une part, parce qu'ils sont les plus nombreux.
Alors là, c'est comme si on les traitait un peu comme faisant partie du problème, dans le sens, ça vieillit, donc vite, vite, les jeunes. Mais il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir économique des aînés, c'est un pouvoir au-delà de l'économie, c'est aussi un pouvoir social. Ils sont là pour continuer de resserrer le tissu social. Ce sont des acteurs dans notre communauté. Alors pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas, nous, dans notre identité à Sutton, pas juste viser les familles, mais dire on est fiers de nos aînés, ce sont nos piliers. Alors, pourquoi ne pas créer des stratégies d'attraction des familles en jumelant des aînés avec les familles, que ce soit pour du logement intergénérationnel, que ce soit pour des initiatives du type Co-Housing Canada, qui jumellent des aînés qui ont maintenant des maisons trop grandes et qui peuvent louer une partie, soit en cohabitat ou tout simplement un appart. Pourquoi ne pas les jumeler, ces jeunes familles, de créer une plateforme d'employabilité par nos aînés et de dire, moi, je travaille tous les jours avec des aînés qui sont prêts à payer entre 20 et 25 $ de l'heure pour avoir des services à domicile qui ne sont pas nécessairement spécialisés. Ça peut être pour prendre soin des jardins, de la maison, cuisiner à la maison, tenir compagnie. Ça peut être des emplois intéressants, mais les jeunes ne le savent pas. Et on manque, et nos aînés ne savent pas comment s'adresser donc faire connaître leur offre. Donc, je pense que nos aînés, il ne faut pas les oublier dans l'équation et de ne pas voir les aînés juste comme étant un poids pour notre société, mais bien comme faisant partie de la solution aussi. Voilà. Bonjour, moi c'est Alexandre Amel-Lecieur. Moi je suis natif de Sutton, moi mon conjoint aussi. On a décidé de se rétablir ici. Je participais à la politique famille aînée, je suis conseil d'établissement. Ma conjointe est sur le CA de la CPE ici à Sutton. Donc on a bien à cœur les familles à Sutton. Moi je suis très content d'entendre qu'il se passe quelque chose au niveau de la MRC. Je pense que là, la suite des choses, ça va être un petit peu au niveau de la municipalité, parce qu'en fait, on va se retrouver en compétition avec les autres municipalités. Donc, généralement, on va avoir 10 000 nouvelles personnes qu'on veut recruter. Comment est-ce que nous, on va aller pour pas être encore à moins 24 au niveau des familles versus Beaumont, qui est à plus 50 %. Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe un peu ici à Sutton. Sutton ne manque pas d'attrait. On parle tous de la nature. Je pense que le tissu communautaire aussi est assez particulier. Si on parle avec des gens qui s'installent ici, moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'il n'y a pas l'esprit de village. Donc, on n'est pas le nouveau dans le village. Il y a une mixité en tant que telle. Puis je pense que le volet aussi touristique n'est pas à sous-estimer, parce que c'est ça qui fait qu'on a une offre commerciale qui est intéressante avec seulement 4 000 résidents. Puis en fait, même, moi, je suis très surpris, maintenant que mes enfants sont rendus à l'école, qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Sutton. La proportion de natifs à l'école, j'irais vite comme ça, mais je dirais pas plus que 40 %, c'est sûr et certain. Fait que je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'exode. Tantôt, on parlait d'exode de la population active. Je pense aussi qu'il y a un enjeu de recrutement accru des nouvelles familles. Puis je pense que ça rejoint la question de l'offre unique de Sutton, la valeur. Fait que je pense qu'il faut augmenter à ça. Puis je trouvais ça intéressant dans la présentation parce qu'on parlait d'emploi, mais les solutions, c'était toutes des solutions de logement. Puis je pense qu'on a parlé de la propriété moyenne puis tout ça. Puis je pense que c'est ça la clé de la problématique ici à Sutton. Sutton n'a jamais été une municipalité où est-ce qu'il y a eu des emplois. On n'a jamais de grande industrie. Les gens se sont toujours déplacés. Fait qu'est-ce qui a changé en tant que tel qui fait que les familles sont à moins 24 %? Je regardais un petit peu plus tôt le plan stratégique de la MRC. Sutton, je ne sais pas, sur 10 ans, on est à peu près à plus 7-8 %. Fait que ce n'est pas une décroissance qui est généralisée, c'est vraiment une décroissance des jeunes familles. Puis je pense qu'il y a un terme, puis sans qu'il soit péjoratif, je pense qu'il y a eu des études en long et en large, puis même spécifiquement ici pour Bon-Missisquoi, c'est le contexte de gentrification. Je pense qu'il y a eu un apport important de gens, justement, comme ça a été mentionné, qui avaient des résidences secondaires, qui se sont envenus ici, puis ça a mis de la pression à la hausse sur les propriétés. Puis effectivement, après ça, les gens ont l'accès à la propriété est plus difficile. Puis là, après ça, c'est là que le choix vient de dire, bon, ben
Tu sais, pour un salaire égal, si j'ai à payer ma maison 150 000 de plus, est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice-là? Puis je pense que des fois, la réponse, c'est non. Puis c'est ça qui amène la décroissance. Puis je pense que le travail que la Ville à Sutton va avoir à faire, je pense que ça va être la question de l'accès à la propriété, puis sous-jacent à ça, le règlement du zonage puis le règlement de lotissement. Je pense qu'à Sutton, déjà actuellement, on a des contraintes à l'habitation qui sont importantes. Je pense pas loin de 75 % soit zoné agricole ou des pentes trop fortes ou proches d'un cours d'eau. Fait qu'on a déjà une géographie qui fait que le développement est plus freiné. Fait que de mettre des lotissements à 5, 10, 20 arbres, puis d'autres restrictions supplémentaires, je pense que ça fait juste rajouter au problème de gentrification. Puis je pense que la solution à ça, bien, c'est d'ouvrir le développement. OK? Puis je pense qu'on a une belle structure avec le CCU. Je regarde les demandes de permis qui sont faites, on évalue l'implantation, tout ça. Je pense qu'on a la capacité ici à Sutton, puis au niveau de la municipalité aussi, pour bien évaluer cette croissance-là. Mais il va falloir qu'on arrive à cette question-là. Puis je pense que je regarde Bromont, OK? Puis Sutton ne deviendra jamais Bromont parce qu'on est à une demi-heure de la 10. Mais Bromont, qui est dans la même région, est à plus 50 % au niveau des familles. Puis si on regarde l'offre commerciale, l'offre résidentielle de Bromont, il y a une mixité beaucoup plus grande. Sutton, il y a vraiment une disparité. On tombe dans les propriétés très dispendieuses, ou sinon, après ça, on a dans un parc immobilier déjà existant qui a besoin de rénovation. Puis ça, c'est un autre enjeu complètement pour les jeunes familles. Le financement de rénovation d'une propriété, c'est extrêmement difficile. Ça demande des liquidités beaucoup plus importantes que de mettre un 5 % de mise de fonds sur une propriété neuve. Puis je pense que l'enjeu qu'on voit aussi dans d'autres municipalités, c'est justement un premier accès à la propriété, que ce soit avec un condo, avec un semi-détaché, avec une maison de ville. Puis au fur et à mesure que la famille va augmenter, que les revenus augmentent, bien après ça, on peut aller dans une maison unifamiliale. Fait que je sais que c'est un gros débat, OK, mais je pense que ça, c'est quelque chose... On peut débattre du pour et du contre, du comment, tout ça, mais je pense que le principe de base d'ouvrir le territoire puis de faciliter l'accès, c'est une clé pour avoir des familles à Sutton. Hi, I'm Kimberly, and this is Leon. He's the latest baby born in Glen Sutton, and unfortunately now he's the only baby in Glen Sutton. So I think we have a weekend population of maybe 700, and during the week it's maybe 300 max. So we used to have what was called the auberge, and you could at least go and have a beer, and that's closed too. So Glen Sutton is pretty dead, apart from Diable Vert and the Elder Hostel, which are just tourist attractions, but there's no local community center. So if you want to go meet your neighbors, you have to either meet them on the road or go hop in your car and go to Mansonville or Sutton. Yeah, I'm very thankful that we get to live in my dad's beautiful chalet, and he bought 94 acres of woodland in the 70s when it was a bit cheaper, and he would love to share that land. And he would love to see people build their tiny houses on that land. It's white zone, so people could. I'm wondering, how can we attract people back to the countryside to work in agriculture and work with old people? Glen Sutton has a very old population, and those people need care. That's an attractive job. And I'm thinking, it doesn't have to be monetary. There can be non-monetary exchanges with people who have land and, for example, are in need of care. So, yeah, I see lots of potential in the countryside. We're just missing the young people. So there's land available to even put your own house. A thing that Sutton could do, for example, is offer support to people who want to build their own tiny house and not make it difficult for them. Thank you. J'allais parler, c'est Maïka Zaiderov, excuse-moi. J'allais parler un petit peu dans ce sens-là. On était un endroit agricole. On ne l'est plus, mais les champs sont toujours là. La possibilité est toujours là. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Alors, il y a quelques années qu'on a initié le programme de banque de terre. C'était ici à Sutton que ça a commencé. J'ai été un des premiers à me lancer là-dedans. Qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un logement, une place où est-ce que les gens pouvaient
Et ça reste quelque chose de très, très plate pour les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Et ce n'est pas la faute de la municipalité, mais la municipalité peut mettre une pression et montrer comment il y a des intérêts, ça nous bloque d'une façon économique le fait que les jeunes ne peuvent pas avoir accès à la terre plusieurs sur un endroit, une à un endroit, parce que aller faire du voyage du village à son terre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un gros travail et il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Quand ils se mettent à le faire ensemble, il y a des idées qui sortent. Et un bassin de jeunes qui s'intéressent beaucoup à l'agriculture, à la transformation, c'est plein de possibilités. On a vu 2 microbrasseries qui ont ouvert ici. Les jeunes, ils sont prêts à faire quelque chose. Alors, il faut qu'on pousse un peu sur les autres paliers du gouvernement pour qu'on puisse faire évoluer nos terres. C'est tout. Micah. Robert Benoît. Pour prendre les bonnes décisions, c'est sûr qu'il faut des investissements, mais pour faire les bons investissements, il faut définir les bonnes stratégies. Et définir les bonnes stratégies, c'est plus qu'une réunion comme ça où on a quelques données puis on s'échange, puis là on se dit « Ah, on a des solutions miracles, on va tout régler finalement, on va ouvrir la montagne, on va faire le développement, on se compare à Bromont, etc. » Il faut faire attention. Je pense qu'il faut réfléchir très sérieusement si on veut prendre les bonnes décisions. On n'est pas Bromont, c'est clair. Les gens de Bromont travaillent à Montréal. Allez au stationnement de la sortie 74, vous allez voir finalement l'autobus qui est là maintenant aujourd'hui, le stationnement est plein. Les gens dans les Laurentides, l'autoroute 15 est bloquée maintenant à partir de Saint-Sauveur le matin, parce que les gens même de Mont-Tremblant à Mont-Roland, ils vont travailler à Montréal. Ce qui ne sera jamais notre cas. Donc, il faut faire la bonne analyse. Quand on fait l'analyse finalement de l'emploi ici, puis on se dit les besoins de main-d'œuvre sont à 13 de l'heure et c'est saisonnier. Qui va réussir à se payer même un logement décent et une habitation? Les gens qui sont permanents ou qui ont un peu plus de permanence sont à 18 piastres de l'heure. Donc, il y a un problème, il y a des problèmes précis ici auxquels il faut apporter des réponses. Mais la stratégie de développement économique, c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut regarder finalement quels sont les emplois qui vont être créés dans l'avenir qui sont possibles ici à Sutton. Et les emplois, si on regarde ailleurs, je vais vous parler du Vermont de l'autre côté, qu'est-ce que fait le Vermont? Eux, ils se disent, ils prennent à peu près la donnée que 50 du travail aujourd'hui, des emplois créés, vont être du travail à domicile. C'est au travail à domicile, vraiment, qu'on est capable, finalement, aujourd'hui, de créer de l'emploi, créer des bons emplois, créer des bons salaires, des gens qui vont être capables de s'acheter la maison à 350 000 $ et plus, éventuellement, puis avoir des revenus fiscaux pour la municipalité. Donc, en fait, il faut réfléchir, je pense, aux bonnes questions. Qu'est-ce que fait le Vermont? Le Vermont a le même problème que Sutton, quelque part. On l'amplifie un peu. Au Vermont, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'industrie. Il y avait IBM qui a été acheté par Global Foundries, qui est la grosse usine sur place. Il y avait 7000 personnes à IBM à Burlington, il en reste 2500. Puis ils sont en train de réduire. Il n'y a presque pas de commerce. Ils ont des centres de ski, il y a du tourisme à Stowe. Quel est le problème de Stowe? C'est le même problème qu'on a ici. C'est une population vieillissante, population touristique, etc. Donc, comment les gens font pour survivre à l'intérieur de ça? Aller au bord de la frontière à Richford, l'usine finalement a fermé il y a quelques années, la ville est en décadence. C'est une ville qui reposait que sur une industrie. Ici, vous l'avez montré tantôt, on a plusieurs valeurs. Il y a beaucoup d'artistes qui réussissent à vivre ici. On a à peu près le taux per capita le plus important en termes d'artistes à travers le Québec. Les gens réussissent à survivre, puis ils ne font pas des salaires mirabolants, à mon point de vue, aussi. Donc, comment attirer des gens qui travaillent à domicile, etc.? Bien, c'est sûr qu'il y a Internet, et Internet, c'est un gros problème. On sait que IRH commence dans le sud de la MRC, puis Sutton, on est en bout de ligne, puis on va être ici, on va avoir l'Internet rapide avec la fibre optique, probablement dans 2 ou 3 ans. Donc, on a un problème de 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que fait le Vermont pendant ce temps-là? Eux, ils ont
ils ont parti un programme avec une campagne en demandant, en ciblant par les réseaux sociaux les gens susceptibles de déménager au Vermont pour travailler à domicile. Ils offrent 10 000 $ par personne qui va venir au Vermont s'installer. Ils divisent ça en deux. En 2 ans, 5 000 $ pour couvrir vos frais de déménagement et un autre 5 000 $ pour l'installation et tout le reste si vous demeurez au Vermont. Ils donnent même des crédits, finalement, à des citoyens du Vermont qui vont faire une référence à des gens pour venir s'installer ici, parce que c'est les meilleurs vendeurs, finalement, de Sutton. C'est à peu près tous nous autres ici. On a entendu parler tout le monde est heureux de vivre ici. Donc, il y a des stratégies qui ne coûtent pas très cher, mais qu'il faut identifier, donc, les bons problèmes. Et moi, ce que je pense en conclusion, c'est que j'inviterais finalement, parce que le plan stratégique de la ville, je l'ai lu, je l'ai relu, il y a à peu près plein de vœux pieux à l'intérieur de ça, mais il n'y a pas vraiment de ligne directrice et de mesures pratiques pour réaliser le plan. Parce qu'à chaque fois, on fait un plan stratégique, puis 5 ans après, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait au bout de la ligne si on n'a pas un plan avec des activités, des actions, puis un suivi. Alors moi, j'espère qu'on va faire cette fois-ci, parce que c'est des questions fondamentales. Vous avez des bonnes données, mais je pense qu'il vous manque des données aussi pour définir, mieux articuler les stratégies, puis les activités, puis les remèdes. Merci. D'autres commentaires? Est-ce qu'on a le droit de poser une question, même si on est... Oui, oui. Donc, Patricia Lefebvre, je suis conseillère municipale, je suis aussi mère de famille, j'ai élevé mes 2 enfants à Sutton, le deuxième est au secondaire, la première est partie, est revenue dans le coin, mais elle est restée, finalement elle a décidé de s'installer à Dunham, parce qu'elle disait que Sutton, il y a juste des vieux, c'était super le fun pour moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que M. Benoît parlait du Vermont. Au Vermont, il y a aussi une politique depuis très longtemps. En fait, il y a un mécanisme pour aider à l'accès à l'habitation. Et c'est vraiment intéressant parce que ça ressemble aussi à notre réalité, mais c'est au niveau de la province du Vermont au complet. C'est-à-dire qu'il y a un fonds dédié qui est alimenté à même les revenus, comme un peu l'équivalent des taxes de bienvenue. Quand il y a des nouveaux résidents qui s'installent puis qui font des maisons à 500 000 pièces ou whatsoever, il y a comme de l'argent qui est prélevé par le Vermont. Et cet argent-là, il est dédié à 2 choses apparemment contradictoires: la conservation des milieux naturels et l'accès à l'habitation. Ici, on a comme beaucoup misé sur la conservation. Ça a comme effet pervers d'augmenter la valeur du territoire. Comme ça augmente la valeur, ça n'aide pas à l'accès à l'habitation. Mais on n'a rien fait du côté, justement, accès à l'habitation. Évidemment, au Vermont, c'est une politique du Vermont. Là. Mais la question que je me posais en regardant la stratégie, c'est... On a identifié l'accès à l'habitation comme étant un problème fondamental. Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient être développés au niveau de la MRC pour justement... je pense que c'était Will qui parlait de ça. Là, il va falloir investir. Il faut que les sous ils viennent de quelque part. Alors, y aurait-il moyen de penser à un fonds comme ça pour alimenter des initiatives de type vivacité ou je ne sais pas, là, est-ce qu'il y a de la recherche qui peut se faire au niveau de la fiscalité pour que justement ceux qui contribuent à l'augmentation de la valeur du territoire participent à l'accès à l'habitation? Voilà, c'était ma question. Oui, je pourrais adresser la question. En fait, oui, dans notre plan d'attraction, il va y avoir un genre de coffre-outil qu'on va développer pour les municipalités, puis ça va se faire avec les municipalités aussi, là, qu'on va développer ce coffre-outil. D'ailleurs, ma collègue ici ce soir, elle est responsable de cette action-là. Et puis, c'est ça, fait que ça va être un coffre-outil qui est encore à déterminer qu'est-ce qui va... contenir, là, mais définitivement par rapport à l'accès à l'habitation, la mobilité de la main-d'œuvre, etc., ça va être des éléments clés dans ce coffre-outil-là. Puis, comme je vous dis, ça va être développé avec les municipalités parce qu'on veut pas que on veut que ce soit un outil qui va vous servir et qui va être fonctionnel là, dans le day-to-day de la municipalité et dans son développement. Oui. Une municipalité peut
s'impliquer légalement, mais tout ça, ça va être évalué sous tous les angles. On prendrait, on prendrait deux autres questions. Allez-y, Madame Bédard. Tantôt, je suis arrivée avec un chapeau rose, là, je mets un chapeau noir un petit peu. Quand on parle on a parlé des chiffres, type des grandes statistiques qui sont vraies, mais qui, des fois, ils n'ont pas de visage. Et dernièrement, je suis chargée de projet pour un projet MADA, puis on soulignait une donnée, quand tu travailles entre 12 et 15 de l'heure, c'est dans une autre municipalité qui est bien nantie. La dame du Centre d'action bénévole disait que c'était rendu 45 des gens qui viennent demander des paniers de nourriture sont des gens qui sont des salariés en bas de 15 de l'heure. Donc, c'est une réalité. Souvent, tu arrives à payer ton loyer, mais il ne faut pas que ton réfrigérateur brise, il ne faut pas que tu aies besoin de changer ton mofle sur ta voiture. Faut pas, tu sais, je veux dire, tu arrives, mais... alors, c'est une réalité comme très, très concrète où tout devient dramatique parce que, aussitôt que c'est une petite dépense. Fait que faut oublier l'impact que ça a sur tout l'ensemble de la vie. J'avais juste un dernier petit point parce que c'est tellement important, l'habitation. Toujours dans ce souci, c'était beaucoup des projets d'habitation et tout ça, super. Maintenant, c'est de penser comment nous, on peut se démarquer à Sutton. C'est-à-dire, toute habitation n'est pas égale, ni dans sa qualité, ni dans l'intention qu'il y a derrière, ni dans ce que ça a coûté pour créer cet habitat-là en termes de coût naturel. Donc, de penser en tant que conseil municipal à des habitats qui permettent de densifier plutôt que d'étaler. Et ça, les jeunes familles sont sensibles à ça. Des habitats de qualité qui permettent peut-être tout l'aspect intergénérationnel. Donc, tu sais, tout habitat n'est pas égal. Alors, de penser, quand on pense à développement résidentiel, de faire quelque chose à la Sutton et non pas du copier-coller comme on voit partout ailleurs. Ça, c'est un pouvoir d'attraction. Directeur. Mais il y a aussi d'autres choses en dehors de l'école qui pourraient être faites pour attirer les jeunes familles, dont des trottoirs pour marcher en toute sécurité partout à Sutton. Puis de se rendre du parc à chez soi. Moi, j'avais acheté une résidence sur Académie. Je suis déménagée à 3 pas parce que je voulais encore marcher jusqu'au village, parce que je trouve que quand on déménage en campagne, des fois, on ne marche plus. Puis, juste quelque chose, tu sais, penser à des infrastructures pour que... déjà, juste le sentier village-montagne qui est extraordinaire. Je pense que ça a eu beaucoup de répercussions. J'avais vu à un moment donné Tourisme Canton de l'Est qui le nommait comme une des attractions de Sutton. Je pense que c'est important de penser la ville, mais pour la densifier, mais aussi la rendre plus sécuritaire et agréable à marcher, puis à vivre. Puis je pense que des fois, ça prend pas grand-chose. Des fois, on parle de centre communautaire. Oui, moi, j'aimerais ça avoir un centre communautaire, mais des espaces verts où les gens peuvent juste s'asseoir, pique-niquer, puis se partager. Dans un espace vert, jeunes, aînés, tout le monde va en profiter. Les trottoirs, tout le monde va en profiter. Donc, c'est un de mes points. Tu sais, l'école, ça pourrait être juste une école sans devoir parce qu'on a tout le plein air ici autour à profiter. Des choses qui coûtent pas cher. Il faut penser aux problèmes, mais il faut essayer de trouver des solutions créatives aux vieux problèmes. Puis je pense qu'on a plein de beaux mondes, de bons cerveaux, puis je pense qu'on est capable de faire ça. Puis une plateforme pour les offres d'emploi aussi. Je sais que le CLD travaille là-dessus, mais c'est parce que j'entends plein de monde qui ont besoin d'employés, puis ils ne savent même pas où aller mettre leur offre d'emploi. Là. Puis quand j'entends parler qu'il y a des aînés qui cherchent des gens pour les aider à la maison, puis qui n'ont pas de plateforme pour aller mettre ce qu'ils cherchent dessus.
je sais qu'on a Ressources Famille Sutton, je sais qu'on a plein de beaux services, mais quelque chose de régional où on peut lui mettre les offres d'emploi, c'est criant. Là, là, on est dedans. Là. Ça fait partie de la stratégie d'avoir un portail web avec une plateforme pour l'emploi, parce que oui, effectivement, pour les emplois, autant pour le chercheur d'emploi que la personne qui veut afficher le poste, il existe tellement de plateformes, puis on est un peu noyé. Éparpillé. C'est éparpillé, puis on est noyé à travers le Québec dans nos offres d'emploi aussi. Là, fait qu'il va y avoir sur notre nouveau portail un portail emploi Brome-Missisquoi. Parce que j'entends manque de main-d'œuvre, mais je connais des gens qui cherchent des emplois aussi. Puis je trouve que c'est un peu ridicule. C'est comme s'ils ne se rejoignent pas un l'autre. Donc, voilà. Merci, Geneviève. Bonsoir, Linda Graham, conseillère, mais plutôt Linda Graham, citoyenne. Qu'est-ce que je voulais échanger ce soir? Votre participation, on est plus que 50 personnes. Si vous l'avez trouvé utile, intéressant, partagez ce fait, s'il vous plaît. Et la présentation ainsi que ce soir a été filmé, surtout pour être capable de partager cette expérience avec le plus grand nombre possible. Donc, s'il vous plaît, partagez le fait que vous étiez ici, que vous l'avez trouvé, j'espère, utile, intéressant et que vos amis peuvent le voir sur l'Internet. Et toujours mon petit mot de publicité, s'il vous plaît, inscrivez-vous, abonnez-vous au infolette de Sutton, la ville de Sutton. Si vous allez sur la page, pour le site web de la ville de Sutton, vous pouvez vous abonner au infolette. Chaque semaine, vous allez recevoir un petit courriel très court avec toutes les nouveautés qui passent dans l'administration, dans la ville. Et c'est très facile par la suite de « OK, ça m'intéresse, je clique. Il n'y a rien qui m'intéresse cette semaine, OK, je passe. » Mais c'est sûr que c'est un enjeu pour nous d'être capable de joindre le plus de monde possible. Donc, s'il vous plaît, faites votre part et inscrivez-vous, ça va être beaucoup plus facile. Merci. Pour assurer le suivi et assurer un leadership, on vous invite, ceux qui sont intéressés, à laisser vos coordonnées en arrière et on va vous contacter pour donner le suivi. Et de façon stratégique, comme monsieur. En arrière ou en avant? Oh, en avant, excusez-moi. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, il n'y a pas encore de plan d'action défini. Donc, ce soir, c'était une première rencontre pour vous sensibiliser. La réponse, elle est extraordinaire de votre part, mais il y aura certainement, il va falloir se mettre en action. Donc, si vous êtes intéressé par les suites, vous pouvez laisser vos coordonnées. J'aimerais aussi en profiter pour dire, dans les projets présentés par Tania, il y avait le projet de coopérative de propriétaires à Waterville. Il y a un projet comme celui-ci qui se dessine à Sutton. Donc, si vous êtes, c'est un projet de coopérative de propriétaires qui se veut intergénérationnel. Donc, s'il y a des jeunes familles qui pourraient être intéressées par ce projet-là, bien, moi, je vous invite à me faire signe peut-être à la fin, je pourrais prendre vos coordonnées, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à se joindre au noyau de personnes qui sont autour de la démarche. Il y en a plusieurs ici dans la salle ce soir. Donc, faites-moi signe pour que je puisse vous intégrer au groupe d'envoi puis que vous joigniez la démarche. Merci bien. Merci à tous.